Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième partie du chapitre 3 qui concerne les hautes tensions impulsionnelles. Donc cette partie-là comporte trois sessions, à savoir la session 3-4, la session 3-5 et la session 3-6. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la session 3-4. Cette session est intitulée « Sources et formes d'ondes standards des surtensions dans les systèmes d'alimentation ». Alors, quels sont les objectifs de cette partie-là, de cette session-là? Donc, l'étudiant va apprendre ce qui suit. Premièrement, il va apprendre les sources de surtension transitoire dans les systèmes de puissance ou les systèmes d'alimentation, si vous voulez. Et on va aussi prendre connaissance de la forme d'onde standard, qu'elle soit de manœuvre ou de foudre. Ce sont là les deux points, les deux objectifs attendus de cette session-là, donc et qui sont nécessaires pour la suite de cette partie-là. Alors, pour les surtensions transitoires dans le système de puissance, donc nous avons généralement dans ces systèmes-là, dans les réseaux de transport, si vous voulez, dans le système de puissance, il y a quelques perturbations qui peuvent être d'origine externe ou interne. Donc, ce sont des surtensions transitoires qui peuvent être externes ou internes. Donc, externe, c'est extérieur, c'est la source perturbatrice et externe au système. Par contre, interne, c'est dû au changement de configuration de l'impédance équivalente de notre système. Donc, ces perturbations-là, si vous voulez, ces surtensions-là, ont des amplitudes transitoires qui peuvent largement dépasser les valeurs de crête de la tension de fonctionnement normale. Donc, ces surtensions-là ont des amplitudes qui peuvent facilement dépasser la tension de service normale. Alors, pour les surtensions externes au système, ceux-ci sont dus spécialement à la foudre. Donc, la première de ce type de surtension, c'est la surtension due à la foudre. Bien sûr, elle est provoquée par des coups de foudre frappant les câbles de phase et les câbles de phase, ou encore les câbles de garde, le pylône, ou bien il frappe aussi les barres omnibus des sous-stations extérieures. Donc c'est ce qu'on appelle les sous-stations à isolation dans l'air et sont connues sous le nom de AIS, Air Insulated Substations. Donc ces surtensions-là peuvent ou bien toucher la ligne de transmission, donc dans ligne des positions, donc au niveau je répète, donc au niveau du pylône, au niveau des câbles de garde à une certaine distance du pylône, ou encore au niveau des conducteurs de phase. Et ils peuvent aussi frapper les barres omnibus, bien sûr, lorsqu'il s'agit de stations extérieures, donc à isolation dans l'air. L'amplitude de la surtension de foudre dépend de l'amplitude, si vous voulez, du courant impulsionnel injecté. Donc elle dépend du courant de foudre injecté. Et dans le système, bien sûr, par la foudre, et de l'impédance, et aussi de l'impédance de notre circuit. Donc deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'amplitude du courant injecté, quelle est la valeur de ce courant injecté, et aussi la deuxième des choses, quelle est l'impédance rencontrée par ce courant. Et ces deux paramètres définissent, si vous voulez, l'amplitude de cette surtension. Alors,
quantitativement parlant, si un coup de foudre frappe une ligne de transmission, donc l'amplitude de surtension, elle est égale à 1,5 par le courant injecté dans la ligne multiplié par l'impédance de la ligne. Et ce sont là des surtensions qui peuvent se propager de manière progressive dans les deux sens des points d'impact. C'est-à-dire ils vont dans ce sens et dans ce sens d'une manière égale, puisqu'ici il représente un nœud et donc vous avez la même impédance des deux côtés, donc le courant va se diviser en deux, la loi de Kirchhoff. Donc si un courant rencontre deux impédances égales, donc il va se diviser en deux parties égales. Alors, ce qu'on a rencontré généralement pour les courants injectés, les courants impulsionnels bien sûr injectés, généralement ils ont des valeurs maximales qui peuvent atteindre 220 kA. Mais en même temps, nous avons aussi enregistré des courants très très faibles de l'ordre de 200 A. Donc c'est les courants injectés par la foudre varient entre des valeurs très très faibles de l'ordre de 200 A jusqu'à des valeurs très très importantes et qui peuvent atteindre jusqu'à 220 kA. Par contre, la valeur moyenne de ce courant, donc elle est généralement entre 10 et 15 kA. Donc les valeurs enregistrées par les différentes stations qui existent à travers le monde. Donc la valeur moyenne du courant est comprise entre 10 et 15 kA. Alors, d'autant plus que l'impédance caractéristique des lignes de transmission, donc ceci, il varie entre 250 et 350 A. Donc ce sont les impédances caractéristiques appelées ZC. Donc généralement, ZC c'est la racine carrée de L sur C, ou encore d'autres personnes préfèrent L0 sur C0, donc ils prennent des valeurs linéiques. Donc cette valeur-là, elle varie entre 250 et 350 A. Alors, je vais passer un petit peu là pour bien lire le paragraphe qui suit. Donc, ceci, il détermine l'ensemble. Donc, la tension, la valeur de moyenne du courant et la valeur de l'impédance caractéristique de la ligne, ils déterminent ensemble l'ampleur de la surtension transitoire qui peut se propager, due à la foudre bien sûr, qui peut se propager sur la ligne de transmission. Alors, bien sûr, en se propageant sur la ligne, donc ces surtensions, ils subissent des atténuations. Donc la première atténuation de ces surtensions est souvent causée par un contournement. Donc généralement, c'est les contournements des isolateurs, à travers les chaînes d'isolateurs, bien sûr, les plus proches de la ligne, sont la première cause d'atténuation. Bien, c'est les premiers éléments à atténuer ces surtensions. Bien sûr, nous avons aussi d'autres éléments tels que les systèmes de protection contre la foudre, les parafoudres et les différents types de pertes dans la ligne. Ils amortissent et ils déforment la forme d'onde progressive. Donc il y a un amortissement, donc il y a une réduction, donc il y a une atténuation, donc ils amortissent, ils atténuent. Vous pouvez utiliser le même. Ils atténuent et non seulement l'atténuation, mais ils déforment aussi la forme d'onde. Donc les systèmes de protection, les parafoudres et les différents types de pertes, ils sont là pour amortir un petit peu l'ampleur et l'amplitude des surtensions, d'autant plus ils déforment la forme d'onde qui devient un petit peu loin de la tension standard injectée. Alors par conséquent, c'est quoi? Par conséquent, les surtensions de foudre, avec des formes d'ondes très différentes peuvent être présentes dans le système de transmission. Donc là, au vu
des constatations qu'on vient de citer, et il y a le fait que les surtensions qui sont dues à la foudre, ils possèdent des formes différentes, très différentes. Et ces formes-là peuvent se trouver, être présentes dans le système de transmission. Alors ceci nous amène aussi à parler de la forme d'onde standard, donc de parler de la forme d'onde standard, qu'elle soit de manœuvre ou de foudre. Donc on définit, si on veut définir le choc, un choc normal, c'est quoi le choc normal? Un choc normal est une tension, voire un courant, résultant de la différence de deux exponentielles, c'est-à-dire la première exponentielle et la deuxième exponentielle. Et cette expression-là, elle définit un choc normal, et qui n'est autre que celui présenté dans cette figure-là. Donc vous avez cette forme impulsionnelle, donc cette forme impulsionnelle, d'ailleurs elle est appelée, c'est la forme bi-exponentielle, c'est-à-dire elle est obtenue par deux exponentielles en général, mais elle a pris ce nom de la différence de deux exponentielles, mais il y a d'autres formes, même mono-exponentielles, qui peuvent donner cette forme-là. Donc vous avez, pour les éléments caractéristiques de cette forme d'onde, donc nous avons la tension maximale, et donc la tension critique, et nous avons la tension à mi-valeur. Donc la tension à mi-valeur, donc la tension I critique divisée par 2. Nous avons le temps critique TCR, et nous avons le temps TH. Donc V0 c'est le facteur d'amplitude, tau Q c'est la constante de temps de Q, donc tau Q est présente dans cette expression-là, c'est la constante de temps de Q, et tau F c'est la constante de temps de Franck. Donc cette partie ascendante est appelée Franck, et la partie descendante est appelée Q. Si vous voulez, en arabe c'est veil, et là en arabe c'est beaucoup de gens appellent ça al-jibah, mais je resterai donc dans la définition en français. Donc vous avez un tronc montant et une queue descendante. Donc la partie montante et la partie descendante définissent la forme d'onde, ou bien le choc normal impulsionnel. Alors les principaux paramètres ici, comment déterminer les principaux paramètres? Donc nous avons parlé du temps critique. Le temps critique il est déterminé par cette équation avec delta donné par cette expression. Et la valeur crête, elle n'est autre que cette valeur-là. Donc c'est V0 facteur de delta à la puissance 1 sur 1 moins delta, moins exponentielle de delta sur 1 moins delta. Donc si vous voulez déterminer la valeur crête, donc vous utilisez cette fonction. T critique, c'est cette fonction. Et la durée à la mi-amplitude TH, donc c'est tau Q par log népérien de 2 fois V0 sur V critique. Donc V critique, elle est déjà calculée là. V0, c'est le facteur d'amplitude là. Et le tau Q, on le calcule à partir de cette formule. Donc là, si vous arrivez à calculer ces trois paramètres, donc votre forme d'onde est définie. C'est comme si vous avez une tension sinusoïdale, V est égal à Vm sinus oméga t plus phi. Donc si vous arrivez à avoir la valeur maximale et le oméga là c'est 2pf, donc si vous avez la fréquence, vous avez le déphasage, donc vous avez défini cette forme d'onde qui est une sinusoïde, donc vous pouvez la tracer. Et de même ici, si vous arrivez à avoir la valeur de T critique, donc si vous arrivez à avoir le T critique là, le V critique et le TH, donc vous pouvez facilement tracer cette forme d'onde là. Alors,
Pour les tests avec des tensions de choc de foudre, donc le coup de foudre, généralement, ces coups de foudre se terminent sur les lignes de transmission endurant de fortes hausses de tension dans les lignes et créant des ondes progressives le long de la ligne et peuvent endommager l'isolation du système. Donc, si un coup de foudre frappe une ligne de transmission, qu'est-ce qui se passe? Donc, ces coups de foudre, ils vont induire des tensions très très importantes. Ces tensions très très importantes, d'ailleurs qu'on appelle surtension, vont se propager le long de la ligne. Donc, en se propageant le long de la ligne, ils peuvent endommager l'isolation du système. Parce que l'isolation en général du système, elle peut supporter une certaine tension. Maintenant, si la valeur de ces surtensions sur les lignes dépasse la tenue électrique des différentes isolations, ils peuvent l'endommager. Alors, l'ampleur de ces surtensions peut atteindre plusieurs milliers de kilovolts. Ça c'est très très important. Donc, ils peuvent y aller jusqu'à plusieurs milliers de kilovolts. Bien sûr, c'est selon l'isolation. Alors, des mesures exhaustives et une longue expérience ont montré que les surtensions dues à la foudre sont caractérisées par une courte durée. Donc c'est une caractérisation, donc le temps de front. Donc ces surtensions qui sont dues à la foudre, ils atteignent la valeur maximale, leur amplitude dans un temps très très court, allant d'une fraction de microseconde. Donc ils sont de l'ordre des microsecondes à plusieurs dizaines de microsecondes. Puis, bien sûr, ça c'est dans la montée. Dans la descente, la diminution elle devient un petit peu plus lente que la montée. Donc la montée, elle est plus rapide que la descente. Alors, en termes de valeur, donc la tension d'impulsion standard a été acceptée comme une impulsion apériodique et bien sûr qui peut atteindre sa valeur maximale, sa valeur de crête en à peu près 1,2 microsecondes. Et bien sûr, elle va diminuer un petit peu lentement dans un temps d'à peu près 50 microsecondes. Bien sûr, à 50 microsecondes, donc la tension elle atteint sa valeur, sa demi-valeur. Ce qui veut dire donc donc la demi-valeur, donc ici vous avez c'est la valeur maximale, c'est 1,2, et ici la valeur de la demi-valeur, donc la tension elle est là. Donc ici c'est à peu près 50 microsecondes. Alors ces générateurs-là ne sont pas utilisés simplement dans le test des équipements, mais aussi sont largement utilisés dans les laboratoires de recherche, dans les études fondamentales. Et ces études fondamentales, par exemple, ceux qui étudient les mécanismes de décharge électrique, notamment lorsque le temps de claquage est intéressant, notamment lorsque on s'intéresse précisément au temps de claquage. Quel est le temps de claquage? Dans ce cas, ces générateurs, ces tensions très très rapides, ces tensions transitoires très très rapides, impulsionnelles, sont vraiment très utilisées dans ce genre d'études. Alors là, on donne à peu près les figures 3, 4, 4 jusqu'à 3, 6, ils donnent à peu près les formes d'ondes qu'on a. Donc ici vous avez la forme d'onde complète. Ici, vous avez la forme d'onde, mais coupée sur la queue. Et ici, la forme d'onde, elle est coupée sur le front. Donc, coupé sur la queue et sur le front. Donc nous avons ce genre de tension. Alors, c'est-à-dire donc, qu'est-ce que ça veut dire couper sur la queue? C'est interrompu par une décharge perturbatrice. Donc là,
Là, si vous voulez, cette première phrase, c'est l'explication du terme coupé. On le coupe, donc c'est quand c'est interrompu par une décharge. Donc, bien que les significations sont clairement indiquées, il convient de souligner que, premièrement, l'origine en 1, donc il y a une origine virtuelle qui est définie sur la ligne AB. Sur la ligne AB, donc sur cette ligne-là. Donc peut-être que je vais prendre c'est pas vraiment intéressant. Donc c'est cette ligne-là. Donc c'est cette ligne-là. A, B. Donc, cette origine, c'est là où cette ligne AB coupe l'axe des temps. Donc, l'origine, elle est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Pardon? Ça, c'est en 1. Alors, le temps T1, temps de front T1, comment il est défini? C'est encore un paramètre virtuel. Il est défini par la valeur de 1,67 par l'intervalle T fois l'intervalle T. Et l'intervalle T, comment il est défini? C'est la différence. C'est entre l'instant où la forme d'onde est à 30% et l'instant où la forme d'onde est égale à 90%. Donc ici. Donc le T, vous avez le T là, en le multipliant par 1,67, nous obtenons le temps T1. Nous obtenons le temps T1. Donc de la valeur de crête pour les impulsions de foudre complètes ou coupées. Donc le temps T1, il est égal à 1,67 par T. D'accord? Donc ça c'est le temps T. Bien sûr, déjà c'est écrit ici, c'est écrit là. Et avec le temps T1, donc généralement, il est égal à 1,2 plus ou moins 0,36 microsecondes. Et le temps T2, c'est 50 plus ou moins 50 microsecondes. Donc c'est ce qu'on appelle la durée conventionnelle de la queue et la durée conventionnelle du temps de front. Donc pour les impulsions coupées sur le front, le temps de coupure TC est à peu près égal à T1. La raison pour laquelle le point A est défini à un niveau de tension de 30% peut être trouvé dans la plupart des enregistrements des tensions d'impulsion mesurées. Bien sûr, ici, le temps de coupure sur le front, si on prend ce cas-là, ce TC il est généralement très proche de T1 et même on peut le prendre égal à T1. Bien sûr, pourquoi on prendra pour le point A, on en prendra 30%? Parce que on l'a trouvé dans on a trouvé cette valeur dans la plupart des enregistrements, donc ces 30% étaient présents. C'est pour cela qu'on le prend en considération. Bien sûr, il est assez difficile d'obtenir une pente lisse lors de la première montée de tension, car les systèmes de mesure ainsi que les capacités parasites et les inductances peuvent provoquer des oscillations. Donc nos systèmes de mesure ne sont pas vraiment parfaits. Ils ne sont pas parfaits pour qu'on puisse obtenir une pente vraiment très très lisse. Et ce qui donne c'est ce qui présente cette difficulté là. Alors, pour la plupart des applications, donc le temps T1 c'est 1,2 microsecondes et le temps virtuel jusqu'à la demi-valeur c'est 50 microsecondes.
Donc, dans les applications, donc, on s'est mis d'accord que pour une tension de foudre, pour simuler une tension de foudre, donc il faudrait prendre T1 autour de 1,2 microsecondes et le temps T2 peut être pris égal à 50 microsecondes. Donc, en général, les spécifications, ils autorisent une tolérance allant jusqu'à plus ou moins 30% pour T1. Donc, la valeur de T1 est connue avec une précision, donc on peut y aller jusqu'à plus ou moins 30%, donc 1,2 plus ou moins 30%, et des tolérances de 20, plus ou moins 20% sont acceptées pour le tandem. Et généralement, la tension d'impulsion, elles sont appelées en fonction de l'impulsion T1 sur T2, T1, T2. Donc, on parle d'une impulsion 1,250, c'est une impulsion de foudre standard acceptée aujourd'hui. Donc, on dénomme une impulsion on nomme une impulsion par le rapport T1, T2. Donc 1,250, c'est une forme d'onde de foudre, et 1,250, c'est une forme d'onde de foudre. Elle est acceptée par la communauté scientifique travaillant sur ce sujet. Les impulsions de foudre sont donc de très courte durée. Pourquoi? Parce que la durée, elle ne dépasse pas les 50 mètres, principalement si elles sont coupées sur le front. Donc si vous avez des surtensions type foudre qui sont coupées sur le front, donc le temps TC de coupure, comme on vient de le voir, c'est le même que le temps T1, donc 1,2 microsecondes, ce qui caractérise la rapidité de cette forme d'onde. Bien sûr, là, ici on reprend les deux figures pour la tension coupée sur le front et bien sûr sur la queue et sur le front. Là c'est le front. Et là, c'est sur la queue. Donc, les paramètres T1, T2, donc T1, T2 et TC, entre le point C et D, c'est vraiment peut-être difficilement être quantifié. Donc, on ne peut pas quantifier ces paramètres-là. En particulier quand on parle des points C et D. Donc entre C et D, c'est vraiment très très difficile à les quantifier. C'est vraiment très très difficile. Donc 0,7 alpha, 0,1 alpha avec alpha, c'est cet angle-là, ainsi de suite. Donc il y a quand même certaines difficultés à introduire des erreurs de mesure et d'incertitude, bien sûr, à l'évaluation de ces paramètres-là. Passons maintenant au deuxième type de choc. Donc, vous avez le choc avec des tensions, on vient tester avec des tensions de choc de manœuvre. Dans ce cas, les surtensions de transitoire accompagnant des changements soudains de l'état de système électrique. Donc, les surtensions de manœuvre, là, ils concernent les changements dans la configuration des systèmes lui-même. Ils sont internes au système et cela est dû aux différentes opérations de manœuvre et aux différents types de défauts qui peuvent surgir dans le système, et on parle dans ce cas de surtension de choc de manœuvre. Il est généralement donc reconnu que les tensions de choc de manœuvre sont généralement le facteur dominant affectant la conception de l'isolation. Donc, quand on essaie de concevoir une isolation, il faudrait parler, bien sûr, il faudrait prendre en considération ces surtensions-là, parce qu'ils considèrent, et c'est eux qui sont qui peuvent être, comment dirais-je, qui
qui peuvent affecter directement l'isolation et ils peuvent être considérés comme étant des facteurs dominants et non pas les surtensions de foudre. Et surtout pour les systèmes, bien sûr, systèmes d'alimentation qui ont une tension nominale de 300 kV et plus. Donc là, il faudrait souligner que ces chocs de manœuvre sont le facteur dominant dans la conception de l'isolation. En conséquence, les différentes normes internationales recommandent que les équipements conçus pour des tensions supérieures à 300 kV soient testés en utilisant des tensions de manœuvre. Donc, c'est pour cela que les normes internationales, telles que ceux de la CII, la Commission électrotechnique internationale, elles recommandent que les équipements conçus pour des tensions supérieures à 300 kV doivent être et obligatoirement testés en utilisant des tensions de manœuvre. Donc les tensions de manœuvre doivent être utilisées pour justement tester les équipements qui travaillent à des tensions supérieures à 300 kV. Alors, bien que la forme d'onde de surtension de commutation survenant dans le système peuvent varier considérablement, l'expérience, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que pour les distances de contournement dans l'air atmosphérique présentent un intérêt pratique, les valeurs de tenue les plus faibles sont obtenues avec des surtensions avec des temps de front compris entre 100 et 300 microsecondes. Donc, généralement, les surtensions de commutation, de manœuvre, si vous voulez, de manœuvre, ils diffèrent d'une manière très différemment les unes des autres dans les systèmes. Mais en tenant compte de l'expérience au fil des temps, cette expérience a montré quoi? Elle a montré que la valeur des tenues les plus faibles sont obtenues pour des fronts compris entre 100 et 300 microsecondes. Et non pas d'autres. Donc si vous avez des temps de front compris entre 100 et 300 microsecondes, ce sont là les surtensions qui affectent beaucoup la tenue diélectrique des différentes distances d'isolement. Par conséquent, la tension de choc de manœuvre recommandée par les instances internationales, telles que, comme je l'avais dit, telles que la CII, donc qui ont un temps de front de 250 microsecondes et un temps de demi-valeur de 2500 microsecondes. Donc le T1, si vous voulez, le T1 pour les surtensions de manœuvre, c'est 250 microsecondes, alors que T2 pour les tensions, pour la valeur pour la demi-valeur de la tension, de la surtension, de la tension de choc de manœuvre est de 2500 microsecondes. Alors pour les tests sur site GS, donc c'est les stations à isolation gazeuse, donc l'appareillage ici, l'appareillage à isolation gazeuse, des tensions de choc de manœuvre oscillantes sont recommandées. Donc là on parle d'autres formes. Bien sûr, ça concerne simplement l'appareillage à isolation gazeuse, donc isolé au SF6, hein. Donc les postes blindés, c'est ce qu'on appelle les postes blindés. Lorsqu'on fait des tests avec des tensions de choc de manœuvre, il faudrait utiliser ceux qui sont oscillantes. Donc pourquoi? C'est justement pour obtenir un rendement plus élevé des générateurs de tension de choc. Donc le rendement des générateurs de choc il devient plus important si on parle de tension de choc de manœuvre oscillante. Alors là, vous avez cette figure-là, on présente une tension de manœuvre. Donc vous avez TD, donc c'est cette partie-là, et T2, c'est cette partie-là. Alors, la figure 3, elle illustre la pente d'une impulsion de manœuvre.
Alors que le temps de demi-valeur T2 est défini de la même manière que précédemment, donc le T2, ce T2-là, il est défini de la même manière que pour la circonstance de foudre. Donc ici, même définition. Le temps de crête TP, ce temps-là, comment il est défini? Et l'intervalle de temps entre l'origine réelle, donc entre l'origine réelle, et non pas l'origine conventionnelle en 1 qu'on avait fait pour la circonstance de foudre. Donc c'est entre l'origine réelle et l'intervalle de temps entre l'origine réelle et l'instant où la tension a atteint sa valeur maximale. Donc vous prenez la valeur maximale, donc 100% et non pas 90%, comme c'était le cas pour la surtension de foudre, et quand même l'origine est prise égale à l'origine réelle. Donc le TP, c'est la différence de temps entre O et la valeur maximale atteinte par la tension. Cette définition pourrait être critiquée car il est difficile d'établir la valeur de réelle avec une grande précision, donc on peut la critiquer, mais toujours est-il, cette définition est acceptée par la communauté internationale, scientifique internationale. Donc il y a aussi un paramètre supplémentaire et donc le temps TD. Donc c'est le temps TD que j'ai mentionné ici. Donc il y a le temps TD. Le TD, c'est le temps à 90% de la valeur crête. Donc un paramètre supplémentaire, donc le temps TD, le temps à 90% de la valeur. Donc si vous prenez la valeur à 90%, les différentes significations par rapport aux impulsions de foudre peuvent être comprises si l'échelle de temps est accentuée. L'impulsion de manœuvre standard a des paramètres de temps, y compris des tolérances de TP. Donc le TD, il faudrait le prendre en considération, donc à 90%, donc c'est une caractéristique de... C'est un paramètre supplémentaire qui concerne les surtensions de manœuvre. Alors généralement, il y a toujours utile, il y a un problème de précision, donc du moment qu'il y a un problème de précision, il y a un problème de tolérance. Donc on accepte généralement pour les surtensions de manœuvre des tolérances de plus ou moins 20% pour le paramètre TP et de plus ou moins 60% pour le paramètre T2. Alors, et donc, généralement, on décrit une impulsion 250-2500 pour nommer une impulsion type manœuvre. Donc, pour des études fondamentales concernant la résistance d'isolation de longs intervalles d'air et d'autres appareils, le temps de crête doit être varié entre environ 100 et 1000 microsecondes. Donc là, c'est pour des applications bien précises. La résistance d'isolation des longs intervalles d'air et d'autres appareils. Donc, car la résistance au claquage du système d'isolation peut être sensible à la forme d'onde de tension, puisque la décharge, le claquage de ces systèmes d'isolation, généralement, il peut être sensible à la forme d'onde. Donc, ici se termine cette session-là qui avait pour but de faire connaître, si vous voulez, les différents types de surtensions qui peuvent affecter les systèmes et les différentes caractéristiques de ces surtensions afin que l'on puisse comment dirais-je, réaliser, concevoir des générateurs qui peuvent générer ce type de tension et les utiliser pour les tests des équipements et des différents équipements des différentes parties de notre système. Il y a des différentes isolations par exemple, des isolateurs, des bushings pour transformateurs, ainsi de suite. Donc,
à cette fin. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc je termine ici cette session et à la prochaine présentation qui sera la présentation 5 du chapitre 3. Merci pour votre attention.